Bonjour et bienvenue sur Épargnant 3.0, la chaîne YouTube, le livre, le blog, plein de contenus sur l'investissement de long terme pour développer votre patrimoine en y passant seulement 1 minute par mois. Alors, je crée beaucoup de contenu sur les ETF, mais il y a d'autres classes d'actifs qui permettent d'investir en toute sérénité, enfin en toute sérénité, avec de la sérénité en y passant très peu de temps. C'est notamment le cas des SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, qui permettent d'investir sur le long terme dans l'immobilier en y passant seulement 1 minute par mois parce qu'on délègue la gestion. Et donc, pour parler des SCPI, je vais accueillir et on va avoir une discussion à bâton rompu, comme on vient de se le dire, Christophe Descamps qui va se présenter en tant que CEO qui est le CEO de Money One, qui va expliquer tout ça. Et on va discuter d'un sujet très important quand on analyse une classe d'actifs, ce sont les frais qui sont avec et qui vont avec cette classe d'actifs. Et donc, on va faire un focus sur tous les frais. Et en préparant, je peux vous dire que c'est quelque chose qui ne se trouve pas facilement dans les livres ou sur Internet, toute la liste et toutes les explications qu'on va avoir avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Edouard. Est-ce que tu peux te présenter et présenter Ouais, donc Money One? ouais, bien sûr. Alors en deux mots, donc, je suis Christophe Descamps. Effectivement, je préside Money One. C'est un distributeur d'épargne en ligne. Alors, il a la particularité d'être filiale d'un asset manager qui s'appelle La Française, qui lui-même est filiale d'une banque qui s'appelle le Crédit Mutuel. Donc voilà, c'est tout l'enchaînement d'actionnaires. On suit à peu près 30 000 clients aujourd'hui pour 1,7 milliard d'euros dont une immense majorité, autour de 1,5 milliard, sur de la SCPI. Donc, vraiment, la distribution d'immobilier collectif sous le format SCPI, c'est vraiment notre force numéro un. Et d'ailleurs, en acteurs digitaux, on est leader sur le marché. On propose également, à côté de ça, des diversifications en non-coté sur le viticole et puis, évidemment, les enveloppes assurance vie PER, dans lesquelles sont aussi également éligibles les SCPI. En deux mots, notre philosophie, elle est multiple. On cherche à démocratiser l'épargne et démocratiser l'accessibilité à la SCPI. Donc, en mettant en avant trois axes majeurs. D'abord, l'accessibilité. Donc, l'accessibilité, c'est le canal digital, mais on parle aussi souvent, nous, de figital. Donc, le fait de pouvoir évidemment faire tout en digital, mais aussi pouvoir faire de la visioconférence, échange par call, mail, etc. Et même rendez-vous physique si on le souhaite avec les conseillers ou les ingénieurs patrimoniaux. Accessibilité, c'est aussi par le montant, c'est-à-dire qu'on a la chance, je vous le disais, d'être filiale d'un asset manager et ça nous permet d'avoir un levier sur les produits et donc de permettre parfois l'accessibilité. J'y reviendrai, mais on fait par exemple accès à la SCPI en versement programmé, c'est quelque chose d'assez rare. On peut souscrire à 20 € par mois, par exemple, et s'exposer à la classe d'actifs, ce qui n'était pas préalablement facile. Et puis accessibilité par tous les moyens de répondre à la logique de SCPI. On va parler des frais avec Edouard. On verra que c'est un produit qui peut répondre à n'importe quelle logique fiscale et patrimoniale selon qu'on y accède en direct, à crédit, en démembrement, dans l'assurance vie ou encore en versement programmé. Donc voilà. Et puis, Alors sur ce sujet, sachez que j'ai fait un article spécifiquement qui explique les différentes façons d'investir, celle que tu viens de citer. Je vais essayer de mettre le lien dans une fiche YouTube que vous pourrez directement cliquer. Alors. oui, c'est vrai que c'est toujours intéressant puisqu'en fait, ce qui est assez passionnant avec le produit SCPI, outre la diversification sur les sous-jacents immobiliers, c'est qu'il est vraiment adapté à n'importe quelle logique patrimoniale et fiscale. C'est la manière de l'acheter qui va venir s'adapter à la réalité de l'optimisation du revenu qu'il génère. Donc c'est des choses intéressantes. Voilà en substance ce qu'est Money One. Et puis, on est filiale d'une structure qui est entreprise à mission. Donc, on a effectivement aussi une logique très RSE, environnementale. Et on a la particularité de venir compenser la consommation carbone des investissements réalisés par nos utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose dont on n'est pas peu fier. Et puis enfin, ce qui fait une grande particularité, mais je pense qu'on l'abordera quand on abordera les frais, c'est que on donne un rebate, on donne un cashback sur la réalité de l'investissement de nos clients par le biais de l'économie qu'on réalise par le fait qu'on soit un acteur digital. Et donc, cette baisse de coût, on la met au profit de nos utilisateurs. Et c'est en ça qu'on a la particularité d'être un distributeur qui est également générateur de performance. Le gérant est générateur de performance, mais aussi en l'espèce avec Money One, le distributeur. J'y reviendrai quand on parlera des frais, parce que évidemment, c'est corrélé aux frais. Écoute, merci beaucoup. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est important de comprendre les SCPI. Dans l'article, vous verrez aussi comment est-ce qu'on peut les utiliser.
Et par exemple, est-ce qu'on peut comparer à un fonds euro? En 2 mots, c'est ce que j'explique, ça apporte beaucoup de choses, mais un fonds euro, c'est quand même plus liquide. Donc voilà, donc ça a plein d'avantages, mais ça ne s'utilise pas dans absolument tous les cas. Enfin, pas pour absolument tous les objectifs, parce que c'est un investissement je pense que tu vas le redire, Christophe, c'est un investissement quand même de long terme. Les SCPI, c'est de l'immobilier de long terme. Voilà, donc c'est pas comme le livret A, etc. Et il y a une perte en capital qui est possible. Évidemment, on le répétera. Et donc, je te remercie aussi parce que les frais, c'est pas nécessairement quelque chose dont on aime parler quand on est un acteur. Donc, je te remercie de ta transparence parce qu'on va les passer tous en revue. Et je vais déjà, voilà, je vais faire le sommaire quand on a préparé. Alors, dans les frais, il y a les frais d'entrée qui s'appellent un peu plus officiellement les commissions de souscription. On va en parler. Il y a les frais, donc ça c'est au début. Parfois, certaines personnes disent que c'est à la fin, mais c'est au début. Voilà, c'est une fois au début. Il y a les frais de gestion qui sont chaque année. Il y a les commissions d'acquisition ou de cession d'actifs, les commissions de pilotage de la réalisation des travaux. Il y a potentiellement aussi des structures intermédiaires, des SCI, des SCPI, sur lesquelles s'appuient elles-mêmes les SCPI. On va voir si ça a un impact. Et il y a autre chose qui n'est pas un frais, mais qui est des frais, tu m'as bien souligné en termes de préparation, qui sont les délais de jouissance, car on a accès aux revenus des SCPI au bout d'un certain temps. Même si ce n'est pas un frais, je voulais qu'on parle de cette chose-là parce que c'est très important à connaître et c'est vraiment à prendre en compte. Alors, on va commencer donc par les frais qui me semblent les plus importants et ce sont les frais de souscription. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer les frais de souscription, à quoi ça correspond, quel est à peu près le montant et dans la poche de qui est-ce que ça va? Alors, avec grand plaisir. Alors, oui, c'est vrai que souvent les distributeurs n'aiment pas spécifiquement aborder les sujets de frais. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant, au contraire, d'être parfaitement transparent sur ces sujets-là. Donc, ça va me permettre de montrer qu'on peut être extrêmement transparent sur ce sujet-là. Et puis surtout, il y a un fantasme historique sur les produits immobiliers qui sous-entend qu'il y a des frais qui sont systématiquement prohibitifs. Et on verra, je ferai un petit comparatif au reste des classes d'actifs et on verra que c'est absolument pas vrai et que c'est parfaitement dans le marché. Et évidemment, je te rejoins sur la logique fonds en euros, ETF immobilier. L'investissement immobilier peut répondre à toutes les logiques patrimoniales, mais bien évidemment, pas dans une logique 100% de détention patrimoniale sur de l'immobilier. On doit évidemment être diversifié. En ce qui concerne les droits d'entrée, donc les frais d'entrée, les commissions de souscription, alors elles vont servir à payer 2 acteurs. D'abord le distributeur. Donc en substance, en moyenne, les commissions de souscription, elles sont de 8% hors taxe. Donc voilà, j'investis 100, j'ai 8 de frais à l'entrée, commissions de souscription qui sont intégrées dans mes 100. C'est 8% hors taxe, c'est l'immense moyenne du marché. Ils vont servir à rémunérer 2 acteurs. Le distributeur pour rémunérer son conseil, il va toucher entre 5 et 6. Et l'asset manager, il va toucher entre 2 et 3. Et lui, ça va lui servir sur le cash qu'il va recevoir de votre part. C'est le coût qui va être utilisé pour la recherche des actifs. Donc, en substance, quand je mets 100 €, j'ai 6 € qui partent pour mon distributeur. Et ça vient payer le conseil qu'il a réalisé. Il vous a délivré un conseil, il vous a fait signer un bulletin de souscription, etc. Ouais, il a rempli normalement les documents pour vous, par exemple. Voilà, ça lui a pris un peu de temps. Mais vous êtes digital, donc ça peut améliorer certaines choses. C'est là où effectivement on a une influence là-dessus. Et puis, vous allez avoir 2 € sur ces 8 € qui vont servir à payer la société de gestion pour aller chercher les actifs, puisqu'il faut bien passer votre investissement de cash, le flux que vous faites arriver sur le compte courant du produit, en immobilier, donc réellement investi sur un actif qui génère un rendement. Alors attention, je te pose quand même des questions au fur et à mesure. Oui, bien sûr. Ça peut être un peu tricky. C'est qu'on verra tout à l'heure qu'il y a des commissions pour l'achat des immeubles. Oui. Hein, d'acquisition, ça ne vient pas en double. Parce que là, Non. Là, c'est vraiment la logique c'est pour rémunérer la logique de recherche de l'actif. Alors, on entend parfois un comparable qui est absolument mensonger, donc, ou en tout cas qui est faux. C'est qu'on compare la réalité de ces commissions de souscription aux frais de notaire dans l'acquisition d'un actif en direct. Donc, ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment quelque chose qui sert à rémunérer et le distributeur
et l'asset manager, et pour les 3/4 de cette commission de souscription, le distributeur. Et donc, comme tu l'évoquais, nous, on a un canal digital, on baisse nos coûts, et donc on fait bénéficier nos investisseurs de la réalité de ce coût, et donc on rend 2 à 3% de l'investissement, selon qu'on soit parrainé ou non. Et donc, en gros, quand vous investissez 100, en réalité, on va vous rendre 2 ou 3. Donc, voilà, sur la base d'un geste commercial issu du fait qu'on ne va pas prendre l'exhaustivité des fees de la commission de souscription en rémunération, puisque vous allez être mis à partie pour venir remplir les documents ou venir télécharger vos justificatifs, etc. etc. Donc, on a Alors, une marge je me permets de t'interrompre encore sur ce sujet-là. Bien sûr. Il y a des conseillers en gestion de patrimoine qui font ce qu'on appelle des cashbacks, mais de ce que je sais, ils ne le disent pas. Alors, comment ça, c'est quoi cette histoire? C'est interdit par les sociétés de gestion d'en parler? C'est interdit d'en faire? C'est quoi ça? Parce que ça semble être un tabou. Alors, au moins, ce que j'aime avec MoneyOne, c'est cette transparence par rapport à ça. Ne te mets pas tout le monde à dos. Moi non plus, je ne vais pas me mettre tout le monde à dos. Non, mais l'objectif, il n'est absolument pas de se mettre tout le monde à dos, puisque une rémunération, elle doit payer un service. C'est aussi simple que ça. La réalité de ces 8% hors taxes que je vous évoquais, si on prend les 6% qui payent le distributeur, c'est une rémunération de la société de gestion vers le distributeur. La société de gestion, elle rémunère sur la base d'une convention qu'elle a avec son distributeur à hauteur de 6% du montant investi, son distributeur. À partir de là, c'est de la marge, du chiffre d'affaires. C'est un peu la même chose que si vous rentriez dans un magasin de chaussures, la paire de chaussures vaut 100 et puis le commerçant décide de vous la vendre à 90. Il a décidé d'imputer sa marge pour que ça vous coûte moins cher. Tout à chacun en termes de distribution d'épargne est parfaitement libre de jouer de la réalité de sa marge pour en faire bénéficier un de ses utilisateurs. Il s'avère que historiquement, c'est quelque chose qui se fait plutôt, alors je ne vais pas dire sous le manteau, mais discrétionnaire. C'est-à-dire que parce que c'est un client que vous avez depuis longtemps, vous allez vous dire, bon, là, je vais faire un effort spécifique. Ou parce qu'il investit un montant relativement élevé, vous faites un effort spécifique. Ou parce qu'il ne me demande pas de conseils. Si vous ne lui demandez pas de conseils, je veux tel SCPI. Normalement, oui, vous seriez en droit, effectivement, de négocier la réalité de cette commission de souscription, mais la plupart du temps, elle est méconnue de l'investisseur. Oui. Il achète un produit 100 qui a un rendement en face de ces 100, donc les frais sont intégrés, donc il ne les voit pas spécifiquement. Il s'avère que nous, la logique qui est la nôtre, c'est on transparise la réalité de ces frais, c'est ce qu'on est en train de faire là ensemble, et derrière, quelle que ça soit votre première souscription, qu'elle soit importante ou pas importante, la deuxième, la troisième, la cinquième, la 10e, on a décidé dans cette volonté de démocratiser le produit, de le faire connaître, et du fait qu'on fasse agir les gens pour venir investir, ils vont remplir des champs, ils vont faire des simulations eux-mêmes, donner leur justificatif, comme je donnais tout à l'heure, on vient leur rendre une partie de cette marge, et donc on est générateur de performance pour leur compte. Donc en gros, vous avez deux grands cas de figure. Soit vous avez une logique où vous voulez un conseiller, il va vous aider à remplir les docs, il va vous délivrer un conseil et peut-être qu'il va vous donner d'autres services, vous aider à faire votre déclaration d'impôt ou autre. Et donc, vu qu'il y a la plupart du temps en France, on ne paye pas d'honoraires, eh bien, c'est intégré dans les frais le fait que vous payez indirectement ce service-là. Ou à contrario, vous êtes dans une logique où vous faites ce qu'on appelle du do it yourself, vous allez venir agir vous-même, sélectionner. Alors, on a des outils de la décision, de la pédagogie. On a évidemment des conseillers si les gens ont besoin de conseils ou autre. Vous allez utiliser la réalité de ce canal, en contrepartie de quoi vous allez avoir un avantage compétitif à le faire au regard de la réalité des services qui vous sont délivrés. Donc, nous, on prône plutôt une liberté totale d'usage par l'utilisateur qu'autre chose, et donc, effectivement, on l'industrialise. D'accord, c'est clair. Alors, il y a d'autres choses, parce que tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, il y a quelque chose qu'on entend souvent qui est aussi faux, c'est un peu du même type que les frais de notaire, ça serait des frais de sortie. Alors moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi certaines personnes disent ça, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes en parlent, parce que j'ai l'impression que la raison, c'est que le taux du dividende, ce qu'on appelle le DVM, il est effectivement sur la valeur avec les frais. Donc, ça serait une raison pour l'appeler des frais de sortie. Mais dans les faits, tu l'as bien dit tout à l'heure, le distributeur, il est payé au début. Donc, c'est des frais d'entrée. Exactement. Alors, c'est là où souvent les frais sont considérés comme prohibitifs parce que 8% hors taxe à l'entrée, ça vous commencez à investir, on vous a déjà enlevé 8, ça peut paraître extrêmement conséquent par rapport aux frais d'autres produits. Alors, je vais essayer de les exprimer de manière différente. Pourquoi on peut appeler ça des frais? Alors, c'est des frais d'entrée puisque effectivement le distributeur va les percevoir immédiatement au moment de la souscription.
Mais effectivement, le rendement que l'utilisateur, que l'investisseur va avoir, il est bien sur la base 100. Donc, si j'ai un produit qui fait… La moyenne du marché, elle est à 4,40 à peu près en ce moment, 4,40% de rendement. Si j'investis 100, je vais bien toucher 4,40. J'investis 100 000, je vais toucher 4 400 € par an. Ça, c'est incontestable. C'est la réalité. Le DVM, il est bien calculé sur la base du montant investi. Sauf que dans les faits, on va avoir retranché de ces 100 les 8% hors taxes que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, le lendemain, si vous sortiez le lendemain, la valeur réelle que vous percevriez, c'est 92. C'est pour ça qu'on appelle ça, on est susceptible d'appeler ça aussi des frais de sortie, puisqu'on s'en rend compte, entre guillemets, à la sortie. Alors, dans les faits, ça a deux vertus. Donc, la première chose, c'est que c'est un produit de détention long terme. Ce que tu disais, Edouard, on n'achète pas de l'immobilier le lundi en SCPI pour le vendre le mercredi. Ça n'a strictement aucun intérêt. C'est un produit d'investissement long terme sur lequel on a une logique de rendement. La valorisation moyenne de la SCPI, historique, elle est entre 0,5 et 1%. C'est-à-dire que la commission de souscription que vous allez avoir payée, vous allez mettre à peu près 7 ou 8 ans à venir la récupérer en montant d'un point de vue capitalistique. Par contre, vous avez 4,40 de rendement par an. Donc, mécaniquement, l'exhaustivité des frais vont être compensés au bout de 12-18 mois à peu près, 18 mois avec les rendements intégrés. Donc, c'est à peu près ça. La vertu principale qu'a cette commission de souscription, qui fait qu'on pourrait aussi appeler des frais de sortie, c'est que justement, ça empêche les gens de sortir de manière indirecte, puisqu'il y aurait une perte en capital relativement brutale. Et donc, ça évite une gestion actif-passif trop violente pour la société de gestion. Alors, je vais essayer de m'expliquer. C'est que quand vous investissez dans une classe d'actifs où derrière l'argent qui est perçu, la société de gestion, elle doit aller acheter un immeuble, trouver les locataires qui vont dedans, etc., etc., c'est des choses qui ne prennent pas 5 minutes. Et donc, vous ne pouvez pas avoir des mouvements très, très différents entre les rentrées d'argent et les sorties d'argent. Vous devez avoir un minimum de stabilité de vos encours pour pouvoir pérenniser ce revenu dans la durée. Et donc, le fait d'avoir des frais à l'entrée font que c'est, on va dire, entre guillemets, ça n'incite pas à venir vendre rapidement puisque ça serait à vos dépens d'un point de vue purement économique. C'est ça la logique. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, je n'avais pas préparé ce commentaire-là entre nous, mais effectivement, si on compare avec d'autres façons de détenir de l'immobilier, comme certaines SCI ou OPCI, qui ont des frais d'entrée potentiellement bien moins élevés, on voit qu'en contrepartie, elles ont une poche de liquidité très importante et qui donc n'est pas rémunérée. Et c'est une forme de coût aussi. Et donc, en immobilier, on achète des immeubles, on ne peut pas les vendre en 2 minutes. Si vous voulez de la liquidité, vous allez devoir la payer. Donc, effectivement, imposer une non-liquidité, je comprends à peu près le concept. Bon, voilà. Voilà, en tout cas, l'objectif, c'est de dissuader à la non-liquidité très court terme qui n'aurait pas de sens. Et de toute façon, ce serait un défaut de conseil quasiment, parce que c'est un produit qui doit s'investir sur le long terme. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu souhaites l'aborder là ou à un autre moment, mais ce qui est intéressant, c'est que si on compare sur une durée de détention moyenne, enfin en tout cas recommandée du produit autour de 10 ans, et qui dans les faits est plutôt autour de 15 ans dans les durées de détention, quand vous prenez 8% hors taxe, quand vous le lissez sur 10 ans, vous êtes à 0,80 annualisé. Dans les faits, ce n'est pas outrancier en termes de prix, puisque les SCI, tu évoquais, les OPCI, ils ont plutôt des frais de gestion autour de 1,5. Alors, j'y reviendrai, il y a d'autres frais sur la SCPI, on va y revenir. Mais voilà, ou des fonds actions, des fonds obligataires sont sur ces logiques de rémunération annuelle. Donc, encore une fois, il faut bien dissocier les frais à l'entrée qui, sur la durée de vie, sont tout à fait raisonnables, autour de 0,80, de leur logique première qui est de dire si tu payes 8 à l'entrée, tu vas hésiter à sortir le lendemain matin. Et donc, on préserve cette logique de liquidité ou de pérennisation des revenus. Ça marche. Alors, je te propose de passer justement aux frais récurrents, parce que tu as commencé à rentrer dans ce sujet. Donc, les frais de gestion qui sont parmi les frais de récurrents les plus importants. Il y en a d'autres, on va passer les autres en revue parce que c'est important d'en parler. Mais commençons donc par les frais de gestion. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept et les montants approximatifs voilà. Complètement. Alors là, ce qu'on a vu, c'est qu'en gros, la commission de souscription, elle visait à rémunérer le distributeur et la recherche de l'actif. Ensuite, la société de gestion, durant la durée de vie du produit, elle va faire son job de gérant. Elle va aller acheter, arbitrer les actifs, trouver des locataires, changer de locataires, négocier les baux, réviser les loyers, etc., etc. Tout ça, ça a un coût et donc ça génère une rémunération pour la société de gestion. La moyenne du marché, là encore, elle est grosso modo de 10% du flux locatif. Donc,
On va prendre un exemple extrêmement simple. Si votre produit il vous rapporte 5% à vous en tant qu'investisseur, ça veut dire qu'en réalité, il a rapporté 5,50. Voilà. 10% du flux locatif a été perçu par la société de gestion pour rémunérer son travail de société de gestion. Alors là, c'est toujours pareil, et c'est là où c'est compliqué de venir faire un comparable des produits immobiliers à d'autres produits traditionnels, mais je vais m'évertuer de le faire parce que ça me paraît assez important. Si on compare ça à l'actif net, par exemple, je vous évoquais tout à l'heure les frais de gestion d'un fonds action, on va dire qu'ils sont de 1,50% annuel de la réalité de vos encours. Si vous avez investi 100, vous allez payer 1,50 par an de 100. Si je compare la réalité donc, de ces 10% du loyer en frais de gestion comme sur un fonds classique, ça va correspondre beaucoup à 0,40, 0,35, 0,40 sur l'actif net que vous avez investi. Donc ça, c'est pour avoir un axe de comparable par rapport au marché financier. Donc, ce que je vous évoquais tout à l'heure sur une durée de vie de détention de 10 ans, 8% hors taxe, ça fait 0,80, auquel je rajoute 0,40. On est autour de frais annualisés, frais de gestion plus commission de souscription, autour de 1,20, 1,25%. D'accord. Voilà. Et 10 ans, ça me semble aussi être un grand minimum pour des… Oui, alors, dans les faits, c'est détenu plus longtemps. Ouais. Dans ce qu'on constate des porteurs, c'est plutôt 15 ans, tu as dit tout à l'heure. C'est plutôt 15-20 ans, ouais, 15 ans. Ouais. Sachant que chez La Française, vous avez une des plus anciennes SCPI. Je ne sais pas si c'est la plus ancienne. Elle remonte à quand? 1978, je crois, c'est ça? Donc 75 même. 75? Ouais. Voilà. Bon, elles ont pas toute cette ancienneté, mais effectivement… Non, c'est clair. Voilà. Et une des plus grosses SCPI du marché, d'ailleurs. Voilà. Et qui a vu plein de cycles de marché. C'est aussi ce qui est hyper intéressant dans la SCPI. Tout à fait, exactement. Alors, est-ce que tu vas ajouter quelque chose aux frais de gestion? Ou ça te paraît clair? Non, non. Enfin, oui, ça me paraît clair. Ça explique ce que c'est, ouais, tout à fait. Ça marche. Alors, maintenant, on va descendre sur des plus petites lignes, mais encore une fois, c'est quand même intéressant de regarder. Donc, il y a les commissions d'acquisition ou de cession d'actifs. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je vais essayer d'être précis. Il y a une commission qui est perçue par la société de gestion dès lors que vous cédez un actif. Donc, la SCPI, c'est multidiversifié. Il y a diversification du nombre d'actifs qui composent la SCPI, diversification du nombre de locataires, diversification du secteur d'activité de ces locataires et diversification de la durée des baux. C'est le cumul de ces 4 diversifications qui permet d'avoir une visibilité et une certaine pérennité du revenu et donc d'avoir une appréhension du risque qui est bien évidemment relative par rapport au fait de détenir un actif en direct où on a un risque actif et un risque locatif unique. Et maintenant, on commence à diversifier les pays aussi. Les pays, même les pays et même les sous-classes d'actifs, si on le souhaite, entre d'immobilier tertiaire, du commerce, de la santé, etc. Donc, c'est vraiment la vertu principale de ce produit. Durant la vie du produit, la société de gestion peut décider, par rapport à la stratégie de son produit, de dire qu'elle va vendre un actif ou, au fur et à mesure qu'elle a de la collecte, en acheter d'autres. Donc, vous avez 2 typologies de commissions. Une commission de cession, c'est-à-dire qu'elle va toucher autour de 1 ou 1,25% au moment où elle va vendre l'actif. Donc, ça va être un pourcentage du prix de vente de cet actif. Et puis, elle n'a pas de commission quand elle fait l'acquisition. Par contre, alors, je vais rentrer dans les éléments un petit peu techniques, mais au moins, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été précis et détaillé. La société de gestion, elle est en capacité de surinvestir. Donc, elle peut investir un peu plus que ce qu'elle collecte en anticipation d'une collecte future, puisqu'il y a une belle opportunité ou parce que c'est parfois pas obligatoirement extrêmement facile de faire adhérer exactement la valeur d'un actif à la valeur de la collecte en face à un instant T. Donc, sur ce surinvestissement, elle va être commissionnée. Par contre, ce qui est important, c'est que si l'année suivante, elle ne fait pas de surinvestissement, alors elle va rembourser cette commission d'acquisition. Donc, en substance, la commission d'acquisition, elle est toujours neutre pour l'investisseur, puisque s'il y a une année où elle le paye, l'année suivante, elle lui sera remboursée. Donc, dans la durée, elle est neutre. Par contre, il y a une commission de cession sur chaque vente d'actifs qui est autour de 1,25. D'accord. Et il y a des SCPI plus ou moins dynamiques, je dirais.
on garde quel pourcentage d'un portefeuille chaque année dans une SCPI Alors, là, encore une fois, c'est une moyenne du marché. Chaque Ouais, SCPI peut avoir sa spécificité, mais en moyenne du marché, il y a rarissimement un turnover qui excède les 10% de l'actif net. C'est d'accord. rarissime. Ouais, Donc, si j'ai 100 immeubles, je vais rarissimement en arbitrer plus de 10 dans l'année. voilà. Et donc, c'est sur cette partie-là, c'est Qu'on ça? va apercevoir les frais de cession exactement. Voilà, voilà, c'est exactement comme ça que ça va se OK. passer. Alors, on continue notre petite liste. La commission de pilotage de la réalisation des travaux. Alors ça, c'est vraiment extrêmement marginal. Donc, en gros, le produit va évidemment payer le coût des travaux, ça c'est clair, travaux d'adaptation à telle ou telle évolution technique, environnementale ou autre, faire en sorte que les actifs soient en permanence dans l'air du temps. Là, pareil, hein, c'est à peu près le même niveau de ce que je vous évoquais tout à l'heure, à savoir, c'est une révision de plus ou moins importante en termes de travaux, de 10% du parc annualisé. Si vous avez 100 immeubles, vous allez avoir une intervention sur 10 qui va être plus ou moins importante. Voilà, et en gros, tout ce qui est mini travaux, peinture, moquette, réadaptation de 3-4 trucs, c'est absolument pas soumis à frais. C'est juste le coût des travaux qui est impacté sur le produit, mais il n'y a pas de frais perçus par qui que ce soit sur ce sujet-là. Par contre, si on parle de gros travaux, là encore une fois, ce n'est pas des frais dans une logique de rémunération, mais on va prendre ce qu'on appelle la société de gestion va prendre ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage, de manière à s'assurer que les travaux relativement lourds soient parfaitement exécutés. Et donc ça, c'est un coût supplémentaire pour le produit. Donc c'est indirectement des frais, mais il ne rémunère personne si ce n'est cet assistant maîtrise d'ouvrage, mais c'est pour fiabiliser et complètement sécuriser la réalité d'exécution des travaux. In fine, sur la globalité de l'actif net, c'est très marginal. C'est D'accord. quasi $1. OK. Alors, on passe à la suite. Donc, je disais tout à l'heure, les SCPI, parfois, effectivement, les immeubles, elles achètent des bouts d'immeubles avec des SCPI du même groupe ou pas du même groupe parce que l'immeuble est trop gros ou ça ne correspond pas à la stratégie à un moment donné, pas à la collecte, etc. Donc, parfois, elles achètent en indivision, je pense. Et puis, parfois, elles passent par des structures ad hoc, notamment à l'étranger, mais pas que, hein, j'ai l'impression. Des sociétés civiles, voire même des OPCI. Alors déjà, à quoi ça sert? Est-ce que ça engendre des coûts spécifiques? Alors, effectivement, la SCPI est en droit de venir acquérir les actifs, soit en direct, comme elle le fait l'immense majorité du temps, soit par le biais de structures sous-jacentes qui elles-mêmes détiennent ces actifs. Pour des sujets soit de simplification de gestion, soit par logique d'indivision, comme tu l'évoquais. On peut tout à fait, par exemple, imaginer une société civile qui viendrait investir des actifs en Allemagne et ensuite différentes SCPI qui investissent sur l'Allemagne venir prendre une partie de cette ESCI à l'intérieur de leur composition pour avoir cette diversification allemande. Donc, c'est pour simplification et facilitation de la gestion administrative du produit, on va dire qu'il peut y avoir ces enveloppes-là pour aller jouer des stratégies qui seraient très spécifiques. Par contre, ce qui est important de comprendre en termes de frais, c'est que la plupart du temps, 99,9% du temps, la société civile dont on parle là, par exemple, elle est soumise exactement aux mêmes règles que toutes celles qu'on vient d'évoquer pour la SCPI. Exactement les mêmes règles. Et à partir du moment où vous avez un pourcentage de votre actif net dans la SCPI qui est détenu par une ESCI, mettons 10%, eh bien, la SCPI ne prend aucun frais sur les 10% composés de cette ESCI pour la simple et bonne raison que cette ESCI, elle a déjà pris exactement les mêmes frais que ceux de la SCPI. Donc, c'est absolument $1 pour l'investisseur. Les frais sont strictement les mêmes sur la partie SCPI que SCI, sauf que quand il y a SCI, on n'applique pas les frais de la SCPI. Mais par exemple, sur les frais d'entrée, j'imagine qu'il n'y a pas des frais de commission et des frais de distribution quand on rentre dans une SCPI de SCPI ici? Non, mais ils ne sont pas appliqués non plus par la SCPI quand elle en fait Oui, l'acquisition. c'est ça. Voilà. OK, ça marche. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de l'ensemble des frais à ton sens? On va parler des délais de jouissance juste après, qui ne sont pas des frais, c'est pour ça que je les mets à côté. Oui, pour moi, on a vu effectivement l'exhaustivité de les frais. Alors, vous l'aurez compris, vous avez deux frais quand même principaux, Ouais. qui sont effectivement la commission de souscription qui paye la distribution et la recharge d'actifs, et puis les frais de gestion qui viennent payer les travaux de la société de gestion pour venir
avoir des locataires, etc., qui sont la grosse composante des frais. Et après, tout le reste, c'est les frais connexes. C'est un peu, je faisais le parallèle tout à l'heure avec un fonds action ou un fonds obligataire. C'est un peu la même chose que vous avez des frais de gestion faciaux de 1,50 par exemple sur un fonds action. Et puis, vous allez avoir des petits coûts supplémentaires de frais d'exécution sur un marché connexe ou autre. Voilà, donc c'est un peu la même logique. Donc, pour moi, on a vu effectivement la totalité des frais. Alors, j'en profite avant de passer encore une fois au délai de jouissance. Il y a quelle différence entre justement le taux de rendement brut du loyer et le dividende, le DVM, que va percevoir justement l'investisseur, sachant qu'entre les deux, et je te laisserai sur ce sujet aussi-là, il y a potentiellement quelque chose qui complique, c'est l'effet de levier, où les SCPI peuvent emprunter, et donc ça influe aussi cette différence, comme les taux sont bas favorablement en ce moment. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu la différence? Et quelque chose que je regrette d'ailleurs, c'est que dans les rapports annuels, on va reparler des rapports annuels, il n'est pas toujours facile de savoir les taux de rendement des actifs qui sont achetés. On a des belles descriptions de plein de choses, des photos, etc. Mais alors, combien ça rapporte? C'est pas toujours facile à savoir. Actif par actif, c'est vrai que c'est assez rare que les sociétés de gestion viennent s'exprimer actif par actif, puisque parfois la réalité du taux de rendement d'un actif est inférieure à la moyenne du taux de rendement global du produit ou supérieure, mais pour des raisons qui lui sont spécifiques d'emplacement ou autre. Donc effectivement, c'est pas toujours indiqué par les sociétés de gestion. Alors je vais essayer de répondre à ces différentes questions. La première, c'était l'impact de l'exhaustivité des frais sur le DVM. Alors, on va dissocier deux choses. Le TRI, c'est-à-dire la réalité de valorisation plus rendement, et le DVM, exclusivement le rendement. Tous les frais que je viens d'évoquer là, ils ont un impact à peu près autour de 0,70% annualisé du rendement. Donc, j'évoquais tout à l'heure que les frais de gestion, ils correspondaient à peu près à 0,40, 0,45%. Donc voilà, si on cumule ensuite tous les autres frais, les frais d'acquisition, les frais de cession, etc., on va rajouter 0,25 et on va être à peu près à 0,70. Ça va être à peu près l'impact sur le DVM, donc le rendement du produit. Donc quand on vous dit qu'on fait 4,40, la moyenne du marché est à 4,40, vous pouvez imaginer que c'est un all-in plutôt autour de 5,10, 5,15. Et puis quand on parle de TRI, il va falloir impacter la réalité du prix de la commission de souscription que j'évoquais. Donc, effectivement. Alors, je redis, hein, dans le TRI, il y a la hausse de la valeur de la part. De la part, exactement. Donc, vous avez rendement plus logique du prix. Donc, on va venir recalculer la réalité de l'impact de votre rendement, de votre TRI, sur la base, effectivement, des frais que vous avez payés à l'entrée. Donc, les commissions de souscription, elles impactent davantage le TRI. Et tous les autres frais qu'on vient d'évoquer, c'est ce qui fait que votre rendement net est à 4,40 et pas à 5,15. Voilà, c'est ce coût-là. Alors, l'effet de levier, effectivement, il peut être double. On fait souvent un parallèle intelligent, on parle souvent de bien fondé de l'effet de levier et de l'immobilier. Alors, c'est vrai, c'est ce qu'on évoquait en préambule de cet entretien, c'est il y a plein de manières d'acheter de l'immobilier et une des manières de l'acheter peut être effectivement de le faire à crédit. Alors, en tant qu'investisseur, je décide de faire appel au crédit pour acheter des parts de SCPI et je joue l'effet de levier. Et en gros, je fais en sorte que les mensualités de loyer perçus sur le produit SCPI viennent compenser tout ou partie de la réalité de mon coût d'emprunt. Et donc, je crée du capital. Donc ça peut être des super montages d'un point de vue patrimonial pour se constituer un capital dans le temps. Et alors, puis attention, je tiens à souligner que l'effet de levier, c'est bien, mais ça marche dans les deux sens. C'est le principe de l'effet de levier. Bien sûr. Donc, un levier, ça peut devenir une massue, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Donc, il faut effectivement s'assurer, comme tu le dis, que le coût de l'emprunt soit plus que compensé par le rendement de ce que vous achetez et prendre une petite marge petite, entre guillemets, marge de manœuvre pour ne pas se retrouver en position délicate. Donc, l'effet de levier, c'est très bien, que ce soit en immobilier en direct ou par les SCPI, mais c'est quand même une augmentation du risque.
Ok, Bien sûr. risque, Ouais. plus de bénéfices, plus de risques. Il faut quand même le dire. C'est toujours la corrélation. On n'a rien sans rien. Voilà. Mais effectivement, quand là, aujourd'hui, en ce moment, on peut emprunter à 10 ans autour de 1,80 pour faire de la SCPI et qu'on a un rendement moyen autour de CAC 40, bon, bah voilà, on constitue un capital avec un avantage, un spread, donc un différentiel positif qui est quand même extrêmement attractif. Mais effectivement, comme tu le dis, Edouard, il faut en permanence, effectivement, analyser chaque situation dans son environnement structurel et conjoncturel à un instant T. Et puis, deuxième élément qui est important, c'est qu'il faut comprendre si le produit lui-même fait usage de l'effet de levier. Puisque là, si vous faites du crédit sur un produit qui fait du crédit, vous doublez le risque crédit, en l'occurrence. Et donc, effectivement, les sociétés de gestion, bah, elles ont plutôt tendance à faire appel au crédit et se mettre dans des positions de surinvestissement quand il y a un intérêt de marché. Effectivement, là, on a été très, très durablement dans des taux extrêmement bas. Elle peut avoir intérêt sur certains actifs à faire jouer l'effet de levier pour optimiser son rendement facial, donc le rendement investisseur. Maintenant, ça, effectivement, c'est stipulé. Alors, sur les SCPI, le maximum du maximum de crédit autorisé est à hauteur de 40% d'actifs nets. Et en ce qui concerne les produits qu'on distribue, nous, et où la société de gestion, la française pour laquelle, dans laquelle MoneyOne est actionnaire, on tourne plutôt autour de 15%. Voilà. Alors, c'est statutaire, mais en AG, c'est parfois augmenté pour en profiter plus, ce que j'ai pu remarquer en Assemblée générale. À partir du moment où, effectivement, il y a un bien fondé côté épargnant, alors je ne cherche pas à surdéfendre la logique immobilière, mais je trouve que globalement, les gérants immobiliers, la française et pas que, sont plutôt des gens prudents. C'est-à-dire que la SCPI, c'est quand même quelque chose qui a vocation à être dans, j'aime pas bien le terme, mais on est dans la gestion bon père de famille. On est dans une logique où l'objectif, il est quand même de pérenniser un rendement, d'avoir une lisibilité sur ce rendement dans la durée, plus que dans une logique très spéculative d'évolution. Donc parfois, il y a des opportunités que ce serait dommage de rater. C'est vrai qu'il y a un environnement de marché aussi où il y a de la concurrence, hein, et que donc, vous ne pouvez pas avoir des taux de rendement qui sont complètement décalés par rapport à vos propres compétiteurs. Donc tout ça doit être à peu près cohérent, mais c'est souvent quand même fait de manière relativement prudentielle, on va dire. Voilà. Ouais. Bon, ce qui fait que d'ailleurs, de manière générale, moi, il me semble que quand on crée un portefeuille de SCPI, il faut avoir des SCPI cœur très diversifiés. On parlait de celle depuis 1975 qui fait 4 milliards d'encours, donc qui est très diversifiée, et pas que aller chercher du rendement sur des SCPI nouvelles. Voilà, il faut avoir un cœur de portefeuille et des SCPI peut-être plus dynamiques autour. Mais voilà, il faut avoir un portefeuille diversifié. Pour moi, c'est clairement une évidence. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble et de revoir comment on sélectionne intelligemment une SCPI ou une allocation de SCPI. Mais effectivement, le rendement par le rendement et exclusivement le rendement, c'est clairement pas un bon process de décision. Voilà. Ça doit se faire sur plein d'aspects. Oui, le crédit qu'on vient d'évoquer, est-ce que oui ou non le produit s'endette? Quel est son report à nouveau? Est-ce que la diversification de ces actifs, depuis combien de temps il existe? Est-ce que je suis sur de l'immobilier de niche ou pas? Et effectivement, fabriquer une allocation qui est à peu près qui est cohérente par rapport à son objectif de performance et de risque. Mais oui, tout à fait. Alors, tous ces frais, on en a parlé, tu as donné des informations. Où est-ce que, quand on regarde une SCPI en particulier, pas nécessairement uniquement pour faire le choix, mais parce qu'on s'intéresse au produit, où est-ce qu'on trouve ces informations? Rapport annuel, effectivement, et c'est majoritairement un rapport annuel. On peut avoir des informations relatives à des fees aussi sur les bulletins trimestriels par rapport à certains actifs. Et puis, il y a les documents, alors c'est un peu barbare, mais qu'on appelle, au moment où vous allez faire une souscription, la réglementation impose que vous ayez en tant qu'investisseur des informations sur les frais dits ex post et ensuite ex ante et ex post. C'est-à-dire que vous ayez une visibilité en amont de votre investissement et à la sortie sur la réalité des frais qui vous seront impactés sur ce produit. Alors, même si l'idée est géniale et que je la trouve plutôt très positive, la réglementation impose aussi qu'il y ait différents scénarios de marché pour que les gens aient une visibilité selon que ça se passe bien ou mal ou autre. L'idée est assez bien. Maintenant, c'est tellement complexifié que c'est complètement incompréhensible pour l'individu et ça, c'est un tout petit peu dommage. Donc, au-delà des documents
réglementaires qui peuvent vous donner la transparence sur ces frais, les différents acteurs, de plus en plus, nous par exemple, on essaye de créer une pédagogie sur la réalité de comment fonctionnent ces frais, de les donner de manière extrêmement claire. On a par exemple des outils de simulation où vous identifiez les produits, vous mettez votre tranche marginale d'imposition et on vous dit à l'euro près ce que vous aurez dans la poche, net de frais, net de vos impôts. Voilà. L'important et le fondamental pour un investisseur aujourd'hui, ce n'est pas le taux facial du produit qu'il achète, c'est combien il aura d'euros sonnant et trébuchant dans la poche. C'est ça qu'il doit comprendre. Et donc, pour ça, il y a pas mal d'outils qui sont assez transparents. Il y a ceux qui sont soumis à la réglementation et qui ne sont pas toujours évidents à comprendre, mais c'est aussi à ça que servent des conseillers. C'est à les décortiquer, à expliquer. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec son conseiller. Et puis après, il y a tous les outils aujourd'hui qui cherchent à démocratiser un petit peu l'éclatement des frais et les expliquer de manière un peu plus simple. Mais sinon, le détail absolu, c'est dans le rapport annuel de la SCPI. Ok, c'est clair. Alors donc MoneyOne, effectivement, ça cherche à avoir de la transparence et faire un cashback. Alors, on va conclure quand même comme ça pour ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. J'espère que vous êtes nombreux. Alors, MoneyOne, donc c'est combien de SCPI? Quel SCPI? Où est-ce qu'on vous trouve? Refais-nous une petite. Je sais que tu l'as fait au début, une petite description. Ouais. Donc, c'est moneyone.fr, donc moniwan.fr. On distribue majoritairement les SCPI de la Française, aussi une SCPI de Eurial, Pierre Val Santé. On est en train de regarder avec d'autres asset managers le fait de les référencer. Notre logique, elle est d'avoir les principales briques élémentaires pour constituer une allocation immobilière intelligente, donc en immobilier tertiaire, parisien, allemand, en immobilier de santé, en immobilier logistique, etc. Donc, toutes les briques qui sont nécessaires à la capacité de faire une allocation. Et puis, on a évidemment des outils digitaux pour comprendre, pédagogie, d'aide à la souscription, d'aide à la décision, des robots allocators qui permettent d'accompagner dans une logique de constitution d'un portefeuille, et puis l'exécution digitale de cette souscription en direct ou à crédit, dans l'assurance ou en démembrement, comme on le souhaite. Et à partir de là, effectivement, sur le montant investi, on vient rendre 2 à 3% de la commission selon qu'on ait utilisé ou pas un parrainage. Alors, quand on parle d'un taux de rendement moyen de 4,40% sur le marché, quand on rend 3%, on rend 7 à 8 mois de rendement. C'est quand même colossal. On parle d'un avantage compétitif très, très significatif. Et c'est les 3/4 d'une année de rendement, c'est quand même énorme. Et donc voilà, donc ça c'est ce qui fait que c'est notre principal leitmotiv, c'est qu'on cherche à être un distributeur générateur de performance. Il n'y a pas que le produit qui doit générer de la performance, mais aussi son distributeur. Et donc aujourd'hui, quand on veut investir, on se doit de regarder la qualité du produit qu'on achète, c'est évident. On doit faire en sorte que ce produit soit calibré par rapport à notre risque, qu'on comprenne et qu'on comprenne bien le risque qu'on prend. Et puis, on doit aussi être vigilant sur celui qui nous le commercialise, puisqu'il est susceptible d'être lui aussi générateur de performance. Donc, c'est un petit peu ça, c'est ça notre philosophie. Pédagogie et rentabilité pour l'utilisateur. Bon, écoute, génial. En tout cas, sur la pédagogie, c'est même... on s'est bien trouvé. Je te remercie qu'on se soit contacté justement pour faire plus de pédagogie. C'est super intéressant. Et j'avais oublié une question. Je relisais mes notes là. Sur les questions, on a oublié de parler du délai de jouissance. J'avais promis qu'on en parlerait. Effectivement. Est-ce que tu pourrais nous parler du délai de jouissance? Oui, alors le délai de jouissance, c'est assez simple. Vous allez, Edouard, tu investis aujourd'hui, 7 février, tu nous donnes 100 à investir. On va recevoir cet argent et donc on va t'imputer un délai de jouissance qui peut être de 0, 3 ou 6 mois selon le produit dans lequel tu investis. Si on part du principe qu'il est de 3 mois, en investissant en février, mars, avril, mai, tu vas commencer à être mis en jouissance immobilière à partir du mois de juin. Ça veut dire que ces 3 mois-là, c'est les 3 mois qui vont servir à la société de gestion pour investir ton argent réellement sur des actifs immobiliers qui génèrent un rendement. Et donc, pourquoi on l'applique au moment de l'investissement? Pour la simple et bonne raison que si on te donnait un rendement dès le mois suivant sur un cash qui est non encore investi en immobilier, on viendrait diluer la performance immobilière des gens qui ont été investis préalablement et qui sont déjà exposés à l'immobilier. Donc, par le principe d'égalité des porteurs, on va faire en sorte que le rendement soit généré pour l'investisseur à partir du moment
où son cash est investi sur la classe d'actifs qui correspond à la philosophie du produit. Et puis, une fois que c'est fait, et ben ensuite, c'est linéaire et récurrent. Tant que tu détiens le produit, alors tu as ton rendement qui tombe trimestriellement. C'est ça le délai de jouissance. Donc, ce ne sont pas des frais, c'est juste faire en sorte que le revenu soit perçu à partir du moment où l'investisseur est bien propriétaire réellement de l'actif. D'accord. Ça a un coût, mais ce ne sont pas des frais. Voilà. Mais qui ne sont pas des frais, voilà. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos précieuses, parce qu'on ne les trouve pas facilement, je pense, toute cette description de tous les frais. Et j'espère qu'on pourrait faire, comme tu le disais, refaire quelques vidéos sur des sujets un petit peu précis pour connaître les coulisses des SCPI. Et je te dis donc à très bientôt et merci. Avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.